Les débats sur Sud Radio en ce vendredi avec vous et avec Mehdi Ouraoui. Bonjour, essayiste spécialiste du discours politique. Bonjour à vous. Bonjour. Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News. Bonjour. Franck Marguin, conseiller régional LR d'Île-de-France. Et Najwa El Haïté. Bonjour. Najwa El Haïté, docteur en droit public, délégué national adjoint de Territoire de Progrès. Et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Bonjour Valérie. Bonjour. Un an après Samuel Paty, un an après cet assassinat, quelles leçons en avons-nous tiré des sondages qui interrogent ce matin sur l'autocensure des enseignants et sur ce qui est considéré comme étant de la laïcité, avec encore beaucoup de pensées assez troubles. La gauche a-t-elle un problème avec la police? On en a parlé hier et on pourra en reparler. Et puis ce chiffre, 16%, c'est le seuil pour accéder au second tour. La présidentielle, plus que jamais, est ouverte. On en parle avec vous. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. On peut commencer avec vous, Mehdi, avec cet accident tragique qui s'est passé au Pays Basque. Oui, probablement beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Il y a donc quelques jours, en début de semaine, 4 migrants ont été fauchés par un TER au petit matin, enfin même avant l'aube, alors qu'ils se reposaient sur les voies et qu'en réalité ils essayaient d'échapper aux routes les plus exposées, évidemment, au contrôle policier. Et ces 4 migrants, dont 3 sont morts et un a été extrêmement durement blessé, me font penser quand même qu'on a du mal à dire la vérité sur la question de l'immigration à nos concitoyens. On a du mal à leur dire que de toute façon, un certain nombre de gens, alors ça se régule, ça se discute, ça s'organise, tout ça peut faire l'objet d'un débat national, etc. Mais un certain nombre de gens, de toute façon, viendront dans notre pays. Et donc ces morts, qu'on le veuille ou non, sont des morts parfaitement inutiles, qui sont provoquées par une chose qui est absolument désespérante, c'est qu'on envoie des policiers qui sont mal payés, qui sont mal considérés, faire un travail qui est un travail absolument absurde et dégradant, y compris pour eux, c'est-à-dire de lacérer des tentes à Calais, d'être obligé de faire une espèce de harcèlement malgré eux, que ce soit à la Roya, que ce soit dans le sud-est ou chez nous au Pays Basque, qui est une route de passage également. Et au lieu de dire la vérité aux Français, à savoir, de toute façon, quand le monde est ce qu'il est, avec les crises politiques qu'il connaît, avec la situation économique qui est celle d'aujourd'hui, y compris avec le Covid, y compris avec des dictatures à nos portes, etc., il y a une immigration qui sera de toute façon incompressible. Et donc, ces effets de communication, ces effets de mise en scène de la police républicaine, moi je le vois quotidiennement au Pays Basque, où on a des gens qui sont harcelés au quotidien, alors que simplement ils sont à la recherche d'une vie meilleure et qu'on pourrait tout à fait les intégrer. Et on voit d'ailleurs que quand on les met au travail, on a beaucoup ici de migrants qui sont en alternance, qui sont au travail, qui s'intègrent à la société basque. C'est quand même désespérant de voir qu'on aboutit à des drames humains comme celui-là. Il y a quelques semaines, c'était un migrant qui se noyait dans la Bidassoa à côté d'Andaï. C'était il y a encore quelques semaines avant une migrante qui, pareil, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis une migrante, mais une femme qui se noyait dans ce fleuve également. Et donc on a quand même, mine de rien, un problème de nuance dans notre discours, c'est-à-dire qu'on peut dire la vérité aux Français, à savoir que oui, l'immigration peut être contrôlée et peut être organisée, et néanmoins, tous les gens qui agitent ce spectre, et d'ailleurs sur tout le spectre politique, cette idée qu'il pourrait y avoir un jour une immigration zéro, tout ça est absurde, tout ça n'existe pas. Franck Marguin, ça rejoint votre coup de gueule également. Gueule parce qu'en fait, le problème de l'immigration que nous avons, effectivement, ne sera pas résolu. On aura toujours de l'immigration. Il faut bien se mettre, même si on contrôle mieux les frontières, même si on fait des quotas, même si on a une politique différente. Moi, je suis en colère, mais vraiment en colère, sur l'absence de structures d'accueil qui soient dignes de ce nom. Il faut voir dans l'état où sont aujourd'hui les camps de toile qui sont sous le périphérique,
périphérie, qui sont sur le boulevard de la Bastille, mais qui sont devant la gare de Perrache à Lyon, mais qui sont de la même manière à Bordeaux ou à Toulouse. Nous avons un déni dans ce pays sur la possibilité de faire des structures provisoires d'accueil, dans laquelle vous auriez les associations, la Croix-Rouge, Caritas, vous auriez également quelques militaires ou de la police municipale qui verraient à ce que les femmes ne soient pas battues, ne soient pas violées, que les enfants soient traités, qu'il y ait des douches. Et moi, je propose que nous construisions des structures d'Algeco ou de toile, comme on le voit dans beaucoup de pays en voie de développement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a presque 90% des immigrés, enfin des migrants, on va dire, qui sont accueillis par les pays en voie de développement. On n'en a que 10%, nous, en Europe. Et avec 10%, on n'est pas capable de faire des camps, mais j'utilise le mot camp sur votre antenne pour essayer de faire réagir l'auditeur, parce que c'est pas des camps au sens de camp de réfugiés. C'est au sens structure d'accueil digne, avec des sanitaires, avec de la prise en charge, de l'alphabétisation. Alors vous avez quelques idées qui ont été faites. Alors pour le coup, au camp des matelots, là ça s'appelle bien le camp des matelots, c'est un ancien camp militaire. Vous avez Caritas, vous avez une vingtaine, trentaine de migrants qui sont là, et vous avez comme ça saupoudré. Alors on les envoie, vous savez, très loin pour ne plus les voir, et puis on s'en occupe. Moi, je pense qu'il y a une très grosse hypocrisie, une incapacité à prendre le débat de manière structurée, de manière intelligente, pour offrir de la dignité. Il a fallu quand même que ce soit Monseigneur Aupetit qui aille, donc notre évêque de Paris, qui aille dans les camps qui se trouvaient vers la porte de la Chapelle, les camps de toile, en dénonçant l'insalubrité. Il y avait une fontaine pour 150 personnes. En fait, vous avez aussi la plupart des municipalités qui ne veulent pas accueillir. Ils ne veulent pas accueillir. Je me rappelle, il y a eu cette question à Sarcelles plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on leur a envoyé malgré eux des quarts de migrants, et effectivement ils ont mis en place des structures provisoires. Le problème, c'est que ces municipalités, elles craignent que ces structures provisoires ne perdurent dans le temps, et donc finalement qu'elles doivent accueillir et s'occuper de ces problèmes toutes seules. Combien de temps le pérenne doit durer? Quel type de rotation? Parce qu'on fait des rotations en fait entre les pays sur le nombre de quotas, mais on ne fait jamais des rotations entre les communes. Quelle commune doit pas? Parce que l'avantage des structures comme des structures Algeco, des structures de toile, on pourrait dire pendant 2 ans c'est tel département de la région de France qui accueille. 1 an après, oui, on pourrait avoir des politiques intelligentes, dynamiques et progressistes. Le problème, c'est que ce sont en plus la plupart des municipalités et des mairies et des villes qui sont déjà pauvres, qui doivent accueillir en plus ces difficultés-là. Mon coup de gueule, l'absence vraiment de responsabilité des politiques sur ce sujet de l'accueil digne. On met un peu la poussière sous le tapis. Tout le monde le sait, le voit. Et alors, je vois encore là, hier, le préfet nous annonçait qu'ils avaient donc démonté, alors c'est un tout petit autre sujet, le camp du crack, mais ils l'ont simplement déplacé un petit peu. Donc, en fait, à force de déplacer les gens, d'ailleurs, quand on entend les associations nous parler, à nous élus, elles disent, mais c'est terrible parce que les gens arrivent à avoir peur. Et moi, je vais vous dire, c'est là où je veux finir mon coup de gueule, c'est que si on a une montée absolument inouïe du sentiment anti-migrant, du racisme qui revient de manière très très forte, quelquefois peut-être méchant. Combien de fois on entend les bateaux, il y a qu'à les laisser mourir dans la Méditerranée. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien qu'on ne prend pas le problème tel qu'il devrait être géré. C'est-à-dire qu'avec sérieux, des moyens, il faut mettre des moyens. L'Europe en plus donne des moyens pour accueillir les migrants. C'est une décision politique. Et c'est une décision politique qui est insupportable. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que l'immigration, elle doit être contrôlée, et ceux qui disent l'immigration zéro est possible, ce sont des démagogues. C'est dire n'importe quoi, surtout concernant cette question qui est, comme vous le rappeliez, sérieuse. Donc il s'agit certes d'être ferme, mais aussi de faire preuve d'humanité. J'entends le mot dignité. C'est vrai que quand on circule dans Paris, et notamment sous certains ponts, où vous voyez des migrants... Dans beaucoup de villes. Là, je parle de Paris parce que, je travaille à Paris. Mais en tous les cas, c'est scandaleux qu'un pays comme la France ne puisse pas accueillir dans la dignité ces migrants. Après, j'entends ce que vous dites, Noémie, et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui refusent, parce que c'est toujours les mêmes communes qui doivent installer ces structures provisoires, avec en plus des habitants qui concentrent aussi tous les problèmes. C'est souvent aux villes les plus pauvres qui subissent un taux de chômage important, de l'insécurité, à qui on demande d'accueillir ces migrants. Donc la réponse n'est pas simple.
exemple, mais en tous les cas, la grandeur de la France, c'est aussi d'accueillir dans de bonnes conditions les personnes qui sont déjà sur son territoire. Ouais. Allez, oui, très très rapidement, mais c'est toujours, on parle de l'immigration, mais ça dépend quelle immigration. C'est-à-dire que lorsque c'est du droit d'asile, bien entendu, qu'il s'agit d'accueillir et qu'il faut accueillir les gens qui sont fragilisés et qui fuient la possibilité qu'on les tue. Mais le problème, c'est qu'on le sait aussi, il y a beaucoup d'immigration économique, illégale, de gens qui ne devraient pas forcément venir ici, qui prennent le risque pour eux-mêmes, par eux-mêmes, de mourir sur la route. Bien et sûr. Nous, on s'autoflagelle constamment en disant que nous ne sommes pas humains parce que nous acceptons de voir des personnes prendre ce risque-là. Mais il y a aussi une responsabilité de la part des migrants qui eux-mêmes décident de mettre leur mafia autour de ces migrants. Je vous mets le défi demain de ne pas avoir de quoi nourrir votre famille et nous verrons si vous resterez au même endroit. Il ne s'agit pas de dire ça. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus de frontières. C'est un discours un peu facile de dire c'est la responsabilité individuelle. Mais bien sûr, dans ce cas-là, il n'y a plus de frontières. Les pays ont des frontières. Non, mais pour le coup, personne ne dit qu'il faut abolir les frontières, mais simplement ce discours qui consiste à dire il y a une immigration économique qui nous déborderait, alors qu'en réalité l'immigration économique aujourd'hui est une immigration qui est absorbée et qui par ailleurs, a été largement organisée par le patronat français quand même depuis des décennies. Vous avez lu le livre de Stephen Smith, La ruée vers le nord, qui vous dit concernant cette question-là rapidement. Ce discours-là est un discours démagogique, parce que le discours qui consiste à dire nous allons, moi je suis tout à fait pour qu'on organise une immigration. C'est un débat qui se tient. Mais le discours qui consiste à dire les gens prennent une responsabilité de mourir parce qu'ils viennent pour des raisons économiques est un discours absolument ignoble. Parce que je suis désolé, mais enfin, n'importe lequel d'entre nous autour de cette table, et je le dis aussi aux gens qui nous écoutent et qui parfois effectivement mettent des commentaires sur les réseaux sociaux, etc. en disant il faut laisser les bateaux couler, il faut tiens ils l'ont bien cherché quand le train les a écrasés, etc. Eh bien, je mets au défi n'importe lequel d'entre nous qui a une famille, qui est charge de famille, etc., de se dire tiens, si demain la crise économique devait être ce qu'elle est dans ces pays-là, dans notre propre pays, qu'est-ce que nous ferions? Eh bien, l'histoire a déjà démontré. Ce sont des jeunes hommes qui sont dans la force de l'âge, qui sont qui viennent la plupart du temps de classe moyenne et qui veulent tenter leur chance. Il ne s'agit pas pour eux de venir sauver leur famille. On va en dire un mot tout de suite après le journal. Restez avec nous sur Sud Radio. Les débats avec vous, l'actualité commentée par Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique, Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News, Franck Marguin, conseiller régional LR d'Île-de-France, et Najwa El Haïté, docteur en droit public, déléguée nationale adjointe de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République. Je vous signale qu'à midi, André Berkoff recevra Charles Prat, magistrat et auteur du Cartel des fraudes 2 aux éditions Ring. On va parler évidemment de Samuel Paty, un an après, quasiment jour pour jour. Quelles leçons en avons-nous tiré? On va parler de la gauche et de la façon systématique dont elle tape sur la police. Et puis 16%, le seuil pour accéder au second tour, une présidentielle plus que jamais ouverte. Alors avant de continuer notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres, ce débat qui a été lancé sur les migrants, vous vouliez répondre Najwa El Haïté et ce que disait également Noémie Alioua, à savoir que ce sont des jeunes hommes qui sont dans la force de l'âge, c'est ce que vous disiez. Et des classes moyennes. Et des classes moyennes qui viennent. Alors, on ne peut pas généraliser, je crois qu'il y a un petit peu de tout, mais c'est vrai que principalement ce sont des hommes. Il faut pouvoir payer les passeurs. Moi, je vais dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Je m'explique. Le constat, c'est que notre politique migratoire est aujourd'hui inadaptée. On ne va pas se fermer les yeux. Elle est complètement inadaptée. Il y a des problèmes d'intégration qui sont réels et qui fragilisent notre cohésion nationale. Voilà, une fois que j'ai dit ça, on peut dire également que la politique migratoire de la France, elle se justifie plus économiquement parlant. En fait, là où il y a, entre guillemets, un souci, c'est qu'on constate une hausse de l'immigration familiale. Et c'est pour ça que certains vous diront, dont Manuel Valls, que le regroupement familial, eh bien, c'est ce qui explique la hausse de l'immigration. Parce que on ne constate pas forcément une hausse de l'immigration économique. Et donc, la réalité, c'est que c'est cette immigration qui est en
augmentation constante. Donc une fois que j'ai dit cela, après c'est à nos gouvernants de se saisir de cette question, parce que depuis 1975, le regroupement familial est bien à valeur constitutionnelle. Donc ceux qui promettent aussi mondes et merveilles, dans cette classe politique, il faut qu'ils aillent aussi jusqu'au bout de leur démarche et donc remettent en cause cela et remettent aussi en cause la signature de la Convention européenne des droits de l'homme qui aussi sanctuarise le regroupement familial. Donc tout ça pour vous dire que c'est complexe. Mais il faut se saisir de cette question-là et l'élection présidentielle va permettre aussi de débattre de ce volet-là. Alors, on va passer à votre coup de gueule, Noémie. Oui, ça concerne un événement qui a eu lieu hier, dont on a assez peu parlé dans les médias français, parce qu'on sait qu'on est assez peu porté aussi sur l'international. C'est le spectre d'une guerre civile au Liban, qui est effrayant quand on regarde un petit peu les images de ce qui s'est passé hier. J'explique brièvement. Il y a eu une manifestation qui a totalement dégénéré à Beyrouth, notamment devant le palais de justice, contre toujours ce juge qui enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. On sait que c'est encore une question extrêmement sensible au Liban, qui s'ajoute en plus à une crise économique terrible. Et donc vous avez ces scènes en pleine rue dans la capitale libanaise, du Hezbollah, de tirs en rafale, d'explosions et d'une population évidemment qui est complètement éberluée. Ce sont des scènes qui sont effrayantes. Et puis vous avez ce pays, la France, qui s'est toujours dit très ami du Liban et qui en plus avec Macron était venu faire les gros yeux, et même rencontrer des membres du Hezbollah, ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là. Et vous avez un communiqué du Quai d'Orsay qui ne dit rien, qui dit que la France se dit préoccupée. Donc voilà, petit coup de gueule sur peut-être déjà le fait qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à cette question, sur ce qui s'est passé en tout cas hier, qui est effrayant, et le fait bien que la diplomatie française est aux abonnés absents. Oui, complètement. Et sur cette affaire-là, on est dans une situation extrêmement grave, parce qu'en fait, on laisse le Hezbollah diriger le Liban. Enfin, il faut bien comprendre ce qui se passe. Il y avait d'un côté les chrétiens et de l'autre côté, vous aviez les musulmans. La guerre civile a été donc très clairement établie entre ces deux communautés. Là, on n'est plus du tout dans ce phénomène-là. On est entre les chrétiens et le Hezbollah. Et le Hezbollah aujourd'hui est au service de l'Iran, et l'Iran est aujourd'hui une puissance, et je ne fais pas une politique anti-iranienne ici, je dis simplement ce qu'il se passe. Alors, quand j'entends en fait le Quai d'Orsay qui se dit préoccupé, on devrait simplement avoir une vraie politique, j'allais dire d'intervention, bien évidemment pas militaire, mais d'intervention diplomatique auprès de l'Iran, auprès du Hezbollah, de manière à ramener un peu de, comment dirais-je, calme dans ce pays. Pourquoi ? Parce que moi j'y suis allé là au mois de mai, c'est une misère terrible. C'est terrible. Les gens ne sont pas soignés. Sont bloqués, les Libanais ne peuvent pas sortir leur argent. Et donc on est là à faire quelques déclarations. Je partage votre coup de gueule, et il faut bien informer et bien monter un peu, comment dirais-je, dans nos capacités sur les médias à faire émerger ce problème. C'est une affaire avec le Hezbollah qu'il faut maintenant enfin prendre par la main. Et dans ce cas-là, il faudrait se désavouer, parce que Macron a décidé de pactiser plus ou moins avec le Hezbollah, d'une façon ou d'une autre, en se disant il faut un principe de réalité. Le Hezbollah dirige actuellement, il faut dialoguer avec eux, et on se rend bien compte qu'il s'est totalement trompé et qu'il devra à un moment donné se désavouer. Je suis d'accord. Surtout, il l'a fait avec son style habituel, un peu trop détendu, à l'issue d'une réunion où je pense que les dirigeants du Hezbollah ont été un peu étonnés d'être considérés un peu comme des copains de chambrée, comme le fait parfois le président de la République. Et je pense qu'il aurait dû avoir une attitude, disons, plus ferme et plus digne, y compris vis-à-vis des dirigeants du Hezbollah qui nous ont traités depuis le début de cette affaire comme en réalité une puissance relativement négligeable. Ce qui est d'ailleurs très étonnant d'ailleurs pour la France au Liban. Moi, juste une petite digression, mais qui nous relie au sujet précédent, qui est quand même assez important, c'est qu'on est obligé de constater dans l'affaire libanaise, en tout cas dans l'affaire franco-libanaise, mais aussi dans l'affaire franco-malienne, et aussi en ce moment dans l'affaire franco-algérienne, mais aussi pour ce qui concerne par exemple la question du partage des vaccins Covid avec les pays du Sud, on est obligé de constater dans notre pays une forte poussée isolationniste. C'est-à-dire qu'on voit bien que la classe politique a perdu l'habitude de parler des sujets internationaux à la population, que le public aujourd'hui se désintéresse des sujets internationaux qui occupent une place extrêmement mineure dans les émissions de télévision, dans les émissions de radio. D'ailleurs, c'est bien qu'on en parle ce matin. Mais les politiques français ont une responsabilité dans le fait de ne plus jamais parler de questions internationales. Ces questions sont considérées comme un peu ennuyeuses,
trop compliqué pour les Français. Donc vous comprenez, on va leur parler de choses plus simples, hein, on va se mettre à leur niveau un peu bébête, etc. On les méprise en ne leur parlant pas de sujets qui sont des sujets pourtant décisifs pour eux, en leur cachant des informations parfois. Par exemple, je pense à la question de la crise migratoire, après évidemment après les combats contre Daesh et évidemment de la situation en Syrie. Et donc, au lieu de traiter les Français comme un peuple mature qu'ils sont, et de leur parler de ces questions-là avec sérieux et y compris avec complexité et nuance, on est obligé de constater que ça fait une bonne vingtaine d'années que les politiques français, en réalité, se replient sur des polémiques, j'allais dire des politiques, mais surtout des polémiques très franco-françaises. Oui, non, mais c'est aussi les médias qui traitent assez peu de cela. Hein. C'était le lancement de Gilles Gansman dans le zapping qui disait quand même qu'hier soir, BFM a diffusé le match de foot du Variété Club dans lequel jouait Emmanuel Macron, commenter ce match comme si le monde s'arrêtait au moment du match de foot du président de la République. Donc, par rapport au Liban, attention au Yaka Faucon. Moi, j'aime bien la nuance, c'est-à-dire, c'est pas simple, la situation est complexe. Non, bien sûr qu'elle est complexe. Le président de la République, je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, s'est rendu au Liban pour apporter une aide française, en lançant un ultimatum pour que soit nommé un nouveau gouvernement, que des élections législatives soient organisées au plus vite. Il a mis un focus sur le Liban en sensibilisant même au niveau international. Et la France, elle s'est bien retrouvée seule. C'est-à-dire que même l'Union européenne, s'il vous plaît, je termine. Non, mais juste une question, qui va dans un pays tiers pour lancer un ultimatum? Ça n'a pas de sens. Laissez-la terminer. C'est terrible, ça. Allez. Même l'Union européenne, est-ce qu'on a entendu l'Union européenne sur cette question-là? Rien. Et donc on sait très bien que derrière le Hezbollah, eh bien vous avez l'Iran qui tire les ficelles. C'est ce qu'on dit. Oui, donc voilà, donc dire Yaka Faucon, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais qui va dans un pays étranger pour lancer un ultimatum sur une question de politique nationale? Non mais vous savez très bien que si politiquement et institutionnellement il n'y avait pas des réponses apportées à cela, eh bien l'aide du FMI, eh bien le Liban, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il se passe pas grand-chose au niveau de cette aide parce que on voit que rien n'avance en fait, et donc la corruption est telle que on ne peut rien faire là actuellement. Je rappelle que c'est un grand peuple. Hein. Je rappelle quand même qu'un Libanais sur 4 est aujourd'hui un migrant dans un camp. C'est quand même le pays qui accueille le plus de migrants en pourcentage de sa population. Donc faisons bien attention. Je répète bien que effectivement, on devrait beaucoup mieux traiter politiquement, diplomatiquement, le problème du Hezbollah. C'était ça, mais la mon France intervention. n'est pas toute seule. Najwa, vous aviez un coup de cœur. Alors, mon coup de cœur concerne une enseignante qui a été sélectionnée parmi les meilleurs enseignants au monde. Donc la réponse aura lieu le 10 novembre pour savoir si elle a été la grande gagnante de ce prix. Et donc pourquoi ce coup de cœur? Parce que on parle beaucoup du déclin du système éducatif français, et notamment au-delà des inégalités scolaires, du niveau en maths qui est terrible, mais on met aussi le doigt sur le fait qu'en 20 ans, le nombre de candidats au métier d'enseignant a baissé de 30%, tout concours confondu, ce qui est un véritable problème. Il s'explique bien sûr par des niveaux de salaire pas très attractifs, des conditions de travail de plus en plus difficiles, et on le voit, l'actualité nous l'a démontré récemment. Et pourtant, dans ce contexte scolaire morose, quand on demande aux enseignants pourquoi vous continuez d'exercer ce métier, ils mettent en avant la transmission bien sûr du savoir, mais également la volonté de donner les moyens à leurs élèves de s'émanciper socialement. Et c'est dans cette démarche que s'inscrit la professeure d'histoire géo, Julie Anctin-Rault, au sein du centre de formation d'apprentis situé à Rouen, qui prône la classe autonome et qui travaille beaucoup avec les outils numériques. Alors ses élèves l'adorent et en plus elle innove dans son enseignement, et c'est pour ça qu'elle a été sélectionnée comme une des meilleures enseignantes au niveau mondial. Donc ce coup de cœur lui permet de lui dire bonne chance, et on espère que ce sera elle qui aura ce prix avec 1 million d'euros quand même à la clé.
ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Allez, on va marquer une pause et on va revenir sur l'hommage à Samuel Paty. Un an, c'était il y a un an, ce sera demain. Tous les établissements scolaires de France vont rendre des hommages sous différentes formes. Néanmoins, beaucoup de questions restent et des sondages qui posent un certain nombre de questions. À tout de suite. Les débats avec vous, le commentaire de l'actualité ce matin sous la plume d'Yves Tréhard dans le Figaro, dans son éditorial. Il écrit « Il ne suffit pas de se souvenir, il faut agir ». Ça pourrait peut-être résumer ce qui s'est passé depuis un an, des hommages, des fleurs, des souvenirs. Mais qu'est-ce qui a changé réellement dans nos écoles à la veille de la date anniversaire de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty? Aujourd'hui, des hommages vont être rendus sous différentes formes dans les différents établissements en France. Et Jean-Michel Blanquer a prévenu, si ces hommages venaient à être perturbés, les élèves concernés seront sanctionnés. Un récent sondage nous disait que 90% des profs d'histoire géo n'ont pas renoncé à enseigner certains sujets sensibles. Néanmoins, plusieurs sondages aujourd'hui, dont un dans le Figaro également, qui nous dit que 75% des enseignants soutiennent la décision de Samuel Paty de montrer des caricatures. 75%, c'est beaucoup, mais en même temps, il en reste 25% qui ne sont pas d'accord. Et moi, je trouve que ce chiffre est absolument colossal, absolument énorme. 25% de profs qui aujourd'hui ne veulent pas montrer les caricatures ou estiment que ce n'est pas une bonne chose. Je parle dans des cours d'éducation civique, Noémie Alioua. Oui, et ça c'est sur le déclaratif, et vous avez aussi l'autocensure. Vous aviez Jean-Pierre Robin ce matin qui était en interview, l'ancien inspecteur général de l'éducation nationale, qui vous expliquait qu'aujourd'hui les professeurs d'histoire-géographie avaient malgré tout complètement changé leur façon d'enseigner, qu'il y avait une part d'eux bien sûr qui était terrorisée et qu'ils avaient malgré tout changé leur façon d'enseigner. Donc les conséquences, elles sont là. Un an après, on aurait pu espérer qu'il y aurait une sorte de réveil républicain, quelque chose peut-être qui allait faire que les professeurs allaient se sentir soutenus et qu'ils allaient pouvoir encore plus défendre la laïcité, mais on se rend compte qu'il n'en est rien, que c'est la peur qui gagne du terrain et que ces pauvres professeurs d'histoire-géographie se retrouvent seuls, en grande difficulté, et en plus avec la crainte, la terreur de ce qui s'est passé et de ce qui a tué Samuel Paty. Alors, moi, je pense que ces 25% d'enseignants qui n'auraient pas montré ces caricatures, je pense que ces 25% s'expliquent de la manière suivante. Donc, il y a cette peur, cette crainte d'être menacé par des parents, et je reviendrai sur les parents et leurs responsabilités. Mais aussi, vous avez, et c'est la Fondation Jean Jaurès dans son analyse qui met en avant cela, vous avez aussi une nouvelle génération d'enseignants qui estiment que la laïcité, elle doit être ouverte, inclusive et pas forcément contrôler les comportements, la manière de s'habiller. Vous avez aussi une minorité d'enseignants qui pensent cela. C'est qui ont donné la laïcité, effectivement. Et donc, faut pas aussi nier. Donc, il y a la peur, mais il y a aussi cette génération d'enseignants qui n'ont pas la même définition de la laïcité comme celle à laquelle je crois, mais qui est en effet de sanctuariser l'école. Donc moi je me réjouis d'ailleurs de l'adoption de la loi de 2004 interdisant les signes ostensibles à l'école, mais je peux vous dire qu'il y a des enseignants qui partagent pas cet avis-là. Ils sont une minorité, mais faut en tenir compte aussi. Oui. Mais moi, je crois qu'en fait rien n'a changé. C'est ça le problème. Donc vous faites 25%, moi je pense que c'est bien supérieur parce qu'on est sur le déclaratif. En fait, c'est un problème de mentalité. Moi, je le vois très, très bien en tant qu'élu. Au niveau des écoles, les écoles, elles se posent toujours le problème, par exemple, du repas scolaire. Donc maintenant, on en est à vous dire, on va faire du végétarien. Comme ça, on ne pose pas le problème entre le porc, le pas le porc, la lale, pas la lale, le juif. Moi, je vous rappelle quand même une chose, c'est qu'il est normal que les populations immigrées de la 2e ou 3e génération, qui ne sont plus immigrées d'ailleurs, elles sont françaises, aient des réflexes identitaires, parce qu'on pourrait analyser 50 problèmes, qu'ils aient des réflexes, qu'ils aient des demandes. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, on pourrait faire un autre. Là où j'ai des problèmes, c'est que la réponse que nous fassions, c'est parce que ce sont des gens qui sont dans des milieux plus ou moins favorisés,
défavorisés, alors il faut les écouter, on va falloir les intégrer. Moi, je rappelle quand même à ce micro que les catholiques ont abandonné la nécessité d'avoir un jeûne le vendredi ou du poisson. Il y a longtemps que dans les écoles publiques, on ne fait pas de poisson le vendredi. Les juifs n'ont jamais réclamé un quelconque repas dans une école laïque. Soit ils leur donnent une petite boîte, je le vois dans mon arrondissement, ils leur donnent une petite boîte à manger à midi, les parents, soit ils viennent les chercher pour pas les mettre à la cantine. Et pourquoi il faudrait qu'on ait, vis-à-vis des populations qui ne veulent pas manger donc de viande, on aurait un traitement. Et c'est là, alors vous allez dire, oui, je fais une fixation sur la nourriture. Pas du tout, je fais une fixation sur l'abandon psychologique des dirigeants des écoles. Et donc les professeurs, quand ils voient que leur direction, c'est-à-dire les proviseurs, les gens qui sont en charge, sont dans une espèce d'attitude plus ou moins molle, ils vous expliqueront qu'elle est bienveillante et que nous, on comprend absolument rien, c'est pour éviter des gains, eh bien, vous avez un sentiment, si vous voulez, général de non-respect du droit, non-respect de la loi, non-respect de la protection, et vous avez effectivement des professeurs qui ont peur. Et donc, on décline ça partout. C'est après le problème du signe, un voile, mais un voile juste comme ça qu'on enlève, c'est pas très grave. Et on est dans un, laisser-aller sur la laïcité, qui est un laisser-aller, si vous voulez, de confort. Je ne pense pas qu'intellectuellement, ils le veulent. Mais c'est de confort, pourquoi ? Parce qu'ils savent que la police n'interviendra pas, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de greffier, il n'y a pas de tribunal, ça va aller doucement, il n'y aura pas de comparution immédiate. Et donc, globalement, le système s'effondre, parce que la justice n'est pas là. Mehdi, vous n'êtes pas d'accord ? Non, parce que je crois malheureusement qu'on prend les choses par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire que, je suis désolé là, on parle des repas et des aménagements. En réalité, les vacances scolaires sont calées plus ou moins sur les fêtes catholiques, comme un certain nombre de jours fériés. Et ça, on appelle ça les vacances. On appelle ça les vacances de Pâques. On appelle ça les vacances de printemps. On appelle ça les vacances de. Attendez, Franck Marguerite, soit on se laisse parler. Mais attendez, soit on est capable de se laisser parler, soit on fait du Hanouna. On se laisse parler, soit on fait du Hanouna et on raconte n'importe quoi. Voilà, on appelle ça les vacances de la Toussaint, on appelle ça les vacances de Noël, on appelle ça les vacances de Pâques. Et en plus, ça me pose. Mais c'est faux. Oui, mais on a toujours appelé ça. Non mais Valérie, on a toujours appelé ça comme ça. Mais regardez, moi j'appelle ça comme ça. Mais moi j'appelle ça comme ça avec mes gosses et ça ne me pose aucun problème. Attendez, je vais essayer de finir. Bon, alors allez-y. Pardon, on a le droit, Valérie, pardon, mais on a le droit dans ce pays de parler de la Toussaint, de Noël et de Pâques. Ne vous inquiétez pas, on a quand même le droit de parler de Noël, de la Toussaint et de Pâques. Bon, c'est quand même étonnant que ce soit moi qui le défende, mais bon. Non, mais c'est de moins en moins, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Le président de la République souhaite de bonnes vacances d'hiver. Quand je faisais mes études de droit, Valérie, on va essayer de se laisser parler. Allez-y. Donc, je faisais mes études de droit, un certain nombre d'étudiants juifs demandaient par exemple des aménagements quand il y avait des fêtes juives parce que c'était compliqué de pouvoir faire leurs examens de droit, etc. Et ça ne me posait aucun problème. Et je pense qu'il y a des aménagements qui sont possibles. D'avoir un menu végétarien pour un certain nombre de gamins qui sont... Mais je ne parle pas d'un menu uniquement végétarien, mais d'avoir un menu de substitution, qui soit un menu végétarien. Donc, en gros, donner des légumes aux gamins. Pour les enfants juifs, pour les enfants musulmans, pour les enfants végétariens, pour les enfants qui ne mangent pas de viande. Bon, bref, ça ne me pose pas un gros problème. En revanche, effectivement, là où, par exemple, moi j'aurais un problème, ce serait si on proposait qu'il y ait de la viande halal ou de la viande cachère dans les écoles publiques, parce que ce serait financer les cultes. Et ça effectivement, ça me poserait une difficulté. Mais là où le problème que j'ai en réalité, et on voit bien d'ailleurs à vos réactions, c'est-à-dire qu'on se concentre sur des problèmes qui sont des problèmes relativement secondaires, quand on a face à nous un problème qui est un problème très très grave, qui est le problème de l'islamisme terroriste, qui nous a habitués maintenant depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis, en gros, la reprise des attentats à un rythme de un attentat tous les 3 mois, parce que c'est ça le rythme depuis 10 ans, il faut se le mettre dans la tête. Depuis l'attentat d'Ozar Hatorah à Toulouse par Mera, donc l'islamisme terroriste nous a habitués à penser comme ils souhaitent que nous pensions. Et donc, malheureusement, ce qu'il faut constater, c'est que l'état de l'école républicaine aujourd'hui est en partie une victoire de l'islamisme terroriste qui a réussi à imposer la peur et la terreur dans un certain nombre de têtes, et notamment dans les têtes les plus importantes, qui sont les premières têtes qui s'occupent de celles de nos enfants, qui sont les têtes qui s'occupent de nos chères têtes blondes, qui sont les têtes des enseignants. Et donc, malheureusement, qu'on le veuille ou non, dans la nouvelle génération, effectivement,
un certain nombre de gens ont commencé leur carrière dans ce contexte de pression totale de l'islamisme terroriste, et donc, depuis 10 ans, on grandit professionnellement avec l'idée que, effectivement, quelque part, il pouvait y avoir une menace. Alors, en tout cas, si pas quotidiennement physique, mais en tout cas, une menace de contestation, une menace de perturbation dans leur classe, une menace d'insulte, une menace de dégradation de leur voiture, une menace potentiellement physique, on l'a vu avec Samuel Paty. Et quelle a été la réponse d'abord des parents? Elle a été nulle, pardon, mais enfin, quand je vois la réaction de la FCPE et même de la PEEP, donc les associations de parents d'élèves, pour l'hommage à Samuel Paty dans son collège, je trouve ça absurde. Allez voir sur Internet, elles sont en train de créer une espèce de mini-scandale autour d'elle, alors que franchement, si j'étais une association de parents d'élèves, vu le rôle des parents dans la mort de Samuel Paty, vu le rôle du père, de cet élève, moi franchement à leur place, je serais plutôt profil bas. Et donc aujourd'hui, on les entend, au lieu de s'occuper de leurs enfants, ils viennent encore contester l'institution scolaire. Et le deuxième problème que nous avons, c'est l'abandon total, et il faut le dire à un moment donné, de l'école. Je ne parle pas seulement en termes de moyens, mais on a une école qui est en France, et c'est pas politiquement correct de le dire, et notamment dans ma famille politique, mais une école qui a été pourri, qui a été abandonné. On a les pires statistiques des pays comparables. Alors, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour continuer ce débat. Tout de suite. Les débats, nous parlons évidemment de cet hommage qui est rendu aujourd'hui à Samuel Paty et cette question, quelle leçon avons-nous tiré de son assassinat? On en parle avec vous, avec ce que disait Mehdi Ouraoui, avec lequel vous n'êtes pas d'accord, Noémie Alioua. Non, je n'étais pas d'accord. Je voulais juste rappeler un petit événement dans l'actualité politique il y a quelques années qui nous avait tous fait beaucoup rire à l'époque, mais qui dit exactement ce dont on est en train de parler ici. C'était quand Nicolas Sarkozy, qui était en campagne, je crois que c'était pour la primaire des élections présidentielles, eh bien, il avait eu cette phrase, il avait dit « La République, c'est une double portion de frites ». Et donc, tout le monde s'était marré en disant « Attendez, la République, c'est pas une double portion de frites ». Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que tout le monde devait s'adapter au régime des cantines scolaires. Simplement, celui qui ne mangeait pas de porc, il prenait pas de viande et puis il prenait une double portion de frites. Et donc, je pense que effectivement, c'est une question qui n'est pas anecdotique, qui est symptomatique du rapport de l'école à la laïcité, du rapport des élèves à la laïcité. C'est une question importante, pas parce que la question de la cantine est importante, mais parce qu'elle interroge notre renoncement, la négociation, bien sûr, la négociation constante qu'il y a justement entre cette idée de la laïcité et cet affrontement entre deux idées de la laïcité. Sauf que Noémie, je suis désolé, je vais comparer nos âges. C'est pas très courtois, enfin c'est pas très galant, mais d'autant que je suis pas sûre que vous savez quel âge j'ai. Bon, mais en tout cas, on s'en fout. Mais en tout cas, moi j'ai le souvenir assez lointain, parce qu'on vieillit tous. Moi j'ai 40 ans, j'ai le souvenir assez lointain de repas de substitution il y a déjà très longtemps, et ça ne posait aucun problème. Du moment que ce ne sont pas des repas religieux, je vois pas où est le problème. On va pas parler de ça. Tout ça n'a aucun sens. C'est exactement le même problème que sur les migrants. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer la police faire le travail de la police, c'est-à-dire démanteler l'insécurité, attaquer les passeurs, attaquer les criminels, attaquer les réseaux de prostitution, les réseaux de drogue, les réseaux financiers, etc. Là, on a le même débat sur la laïcité, c'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper de ce qui pose un vrai problème, c'est-à-dire des réseaux islamistes qui sont structurés dans notre pays, qui sont structurés sur notre territoire. Mais c'est pas uniquement des grands barbus, les islamistes. C'est une idéologie qui se répand à travers des événements minuscules. Alors, terminé. Je suis d'accord, mais juste pour finir là-dessus, Noémie, c'est que ce ne sont pas des grands barbus méchants qui font peur, etc. Ce sont des gens parfois très discrets, c'est parfois le voisin d'à côté. Simplement, ce sont eux qui font l'opinion. C'est-à-dire que ce sont des influenceurs, c'est au sens le plus terrible qui soit. C'est-à-dire que ce sont eux qui créent l'opinion dominante qui doit exister dans le quartier. Ce sont eux qui créent l'opinion dominante qui doit exister à l'école. Ce sont eux qui créent l'opinion dominante qui doit exister dans les rapports entre filles et garçons. Ouais. Voilà. Ils ont déjà beaucoup agi sur vous, si je puis me et donc ma conclusion est très simple. Au lieu de vous occuper du gamin qui simplement aura besoin d'une deuxième portion de frites ou qui aura besoin d'un plat de légumes à côté, occupons-nous d'eux, frappons-les durement, frappons-les au porte-monnaie, expulsons-les, condamnons-les. Mais ces gens-là se promènent. Les deux ne sont pas incompatibles. Le problème, c'est qu'il y a une... Enfin, si on prend les choses telles qu'elles sont et si on lit Florence Bergeau-Blacker qui elle, s'est intéressée aux femmes et par qui, justement, cette idéologie arrive. C'est-à-dire que maintenant, on a dans les mosquées des prêcheurs ou des gens qui viennent pour leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas digne du Coran, etc.
et c'est insidieux. Et ce sont des petits signes les uns après les autres qui font qu'il y a des atteintes à la République. Et là où je suis complètement ébahi et stupéfait et triste d'entendre vos propos quand vous n'êtes même pas rendu compte à votre âge, puisque vous parlez d'âge, qu'on avait abandonné l'idée justement des vacances de Pâques, des vacances de Noël au profit des vacances de printemps et des vacances d'hiver, et là c'est les vacances d'automne, et que insidieusement on avait fait un abandon total de toute culture qui était la culture de nos écoles, justement par une nécessité de répondre à la demande de ces influenceurs islamistes. Et ça, si vous ne le voyez pas, à mon avis, vous êtes pardon, Franck-Marie, mais personne n'a jamais demandé à rebaptiser les vacances. Pour revenir, elles ont été pour revenir sur le sujet de départ. Non, mais j'aimerais bien aussi intervenir là-dessus. Moi, je pense qu'il ne faut pas, et c'est là où je rejoins Mehdi Ouraoui, mélanger laïcité et terrorisme islamiste. Par contre, et c'est là où je mets un bémol, et je rejoins Noémie, c'est-à-dire que moi, dans les années 80, je suis désolée, à la cantine, il n'y avait pas de revendication identitaire. Aujourd'hui, moi, en tant qu'élue, je constate qu'il y a des parents qui exigent des menus halal. Vous avez des parents qui mettent la pression sur des enseignants parce que l'enseignement du fait religieux n'est pas fait de telle manière. Donc ça pose un véritable problème. Et on sait très bien que le terrorisme islamiste surfe sur ce terreau également. On ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Et d'ailleurs, pour poursuivre sur les parents, c'est là où je voulais en venir, et sur la responsabilité des parents, on sait très bien que l'assassinat terrible de Samuel Paty est la conséquence de la colère d'un parent d'élève sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui a abouti à son assassinat. Et c'est ce qui pose la question de la place des parents au sein de l'école. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale a été très clair en disant que les parents ne doivent pas se mêler de la pédagogie à l'école, et toute agressivité d'un parent doit être suivie d'une réaction ferme de l'institution scolaire. Faut que ce soit appliqué. Exactement. Il faut que ce soit appliqué. Juste une petite nuance avec ça, c'est que c'était pas... On peut pas nier qu'il y a un problème quand même. Mais attention, parce que c'était pas simplement un parent d'élève un peu énervé sur les réseaux sociaux. C'était un militant islamiste. Il faut à un moment donné, il faut dire les choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était impliqué dans les réseaux islamistes. Mais si, le père. Vous savez, l'espèce de conseiller occulte du père qui a organisé la mobilisation. Ils l'ont suivi. Donc je veux bien que lui soit de tendance islamiste, mais il y a aussi d'autres parents qui ont suivi le mouvement. Mais l'organisateur de la mobilisation dans l'école est quelqu'un qui était organisé, qui était identifié, qui faisait partie des réseaux islamistes, qui d'ailleurs savait très bien à quelle porte frapper pour organiser la mobilisation contre l'enseignant. Et donc le problème qu'on a, c'est que malheureusement, on refuse de voir en face le fait qu'il y a une nébuleuse d'influence aujourd'hui, qui est une espèce de vitrine légale du terrorisme. On dit la même chose. On dit la même chose. On dit en partie la même chose. Simplement, là où j'ai un désaccord avec ce qui a été dit, c'est que simplement, je crois qu'il y a des différences, il y a des différences culturelles qui existent, qu'on n'effacera pas, et je ne crois pas à cette histoire d'assimilation. Voilà, c'est que vous ne ferez pas. C'est encore autre chose. On n'a pas parlé de ça. Mais non, ça n'est pas autre chose. Ce n'est pas en disant simplement que le problème c'est le menu dans les cantines qu'on avancera sur ce sujet. Mais c'est pas ce qu'on a dit non plus. Non, mais c'est symptomatique. Ces revendications identitaires sont symptomatiques d'un problème. Les professeurs en gens piégés, c'est tout. On a parlé du piège dans lequel se trouvaient les professeurs. Et les pièges sont nombreux, ils sont tout petits, chaque jour différents. On ne parle que de ça. Alors, je vais vous lire là, le tweet de David Linard, c'est il y a 1 heure, qui est le maire de Cannes. 1 an après l'inacceptable horreur, l'islamisme à bas bruit ne recule pas. C'est cet islamisme à bas bruit. Pire, il refait surface sous forme d'humour, de oui mais, et s'offre même des tribunes populaires sur certains plateaux télé. Une société où la décapitation d'un professeur n'est pas totalement condamnée par plus d'un jeune sur 5 doit interpeller. Il fait référence à ce sondage dans Marianne qui est tout à fait étonnant. 23% des jeunes interrogés, 18-30 ans, ne condamnent pas totalement l'assassinat de Samuel Paty. 5% ne le condamnent pas du tout. 9% le condamnent mais partagent certaines des motivations du terroriste. Et 9% y sont indifférents. Et 4 jeunes sur 10 désapprouvent la loi sur la liberté de la presse.
Oui. Noémie. Les chiffres sont évidemment incroyables, mais ce qui est intéressant dans ce que dit le maire de Cannes, c'est que ça rejoint exactement ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas dissocier la question de l'atteinte à la laïcité de la question de l'islamisme. Ces choses sont imbriquées et ça rejoint encore le sujet dont on est en train de parler, c'est-à-dire que Samuel Paty, il a été attaqué. Pourquoi ? Parce qu'il a présenté des caricatures de Mahomet et donc on a considéré que dès lors, il s'attaquait aux musulmans. C'est précisément lié à la question de la laïcité. L'islamisme, ce n'est pas uniquement des grands barbus qui vont professer la charia et qui vont développer des idéologies mortifères de cette façon-là, de façon aussi transparente. Ce sont des petites choses, ce sont des attaques. Et la laïcité, c'est leur bête noire, si je puis dire. Et Samuel Paty a été la victime de tout cela. Regardez ce qui s'est passé avec Monseigneur Moulin-Beaufort. Enfin, c'est assez clair. Il a essayé de dire que la confession, c'est plus important que la loi. Bon, je voyais à peu près ce qu'il voulait dire, parce que dans le secret du confessionnal, c'est compliqué. Mais il a été rappelé immédiatement par le ministre de l'Intérieur. Et les catholiques n'ont rien dit. Et donc, moi, je trouve que c'est complètement normal que dès qu'il y a une toute petite... Mais je ne suis pas d'accord. Vous arrêtez de me couper, s'il vous plaît. Non, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas normal. Mais je m'en fous que vous ne soyez pas d'accord. Vous arrêtez de me couper. 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 Alors attendez, laissez-le terminer, Mehdi, et vous répondrez. Je dis simplement que donc les catholiques n'ont rien dit. C'était tout à fait normal que le ministre de l'Intérieur dise à Monseigneur Nova, attendez, il n'y a pas de loi, la foi n'est pas au-dessus de la République. Donc moi, ce que je dis que ce que le gouvernement doit faire, comme il vient de le faire avec Monseigneur Moulin-Beaufort, chaque fois qu'il y a une toute petite entorse, qu'elle soit minime, il faut absolument remettre de l'ordre. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça, Mehdi ? Pourquoi il n'est pas d'accord avec ça ? Non, je suis pas d'accord avec le fait de relativiser les propos du patron de porte-parole des évêques de France, quand même, qui s'amuse à raconter que la foi est plus importante que la loi. Surtout concernant le sujet quand même sur lequel il s'exprimait, à savoir quand même des atteintes sexuelles sur mineurs. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué. En revanche, là où je suis d'accord, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une réponse collective. Et d'ailleurs, je ne crois pas du tout que ce soit une réponse partisane. Je crois que c'est une réponse beaucoup plus large, républicaine, aux religieux qui commencent quand même à sérieusement nous ennuyer et qui, sur tous les sujets, sur absolument tous les sujets, mettent à l'épreuve l'autorité républicaine. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable de voir que, on l'a vu au moment du mariage pour tous, on l'a vu au moment, on le voit dans les écoles quotidiennement pour un certain nombre de faits qui relèvent de l'intention religieuse, etc. On le voit avec les musulmans, on le voit aussi avec les juifs, on le voit aussi avec les catholiques, sous des formes différentes. Et en revanche, effectivement, là où moi je serais plus, disons, plus positif sur ce qu'on vient de voir, par exemple, dans l'Église catholique, c'est il y a eu une très forte prise de conscience, par exemple, sur les atteintes sexuelles contre les mineurs, un travail extrêmement fort de remise en question, par exemple, du fonctionnement de l'Église catholique, dont aujourd'hui, il faut constater, les pratiquants du culte musulman ne sont pas capables. C'est-à-dire qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, depuis maintenant une dizaine d'années d'attentats terroristes, les musulmans dans ce pays n'ont pas été capables, à un moment donné, juste de se réunir et de dire quelle est notre réflexion profonde sur comment on adhère aux valeurs républicaines. C'est la question de la représentativité. Il n'y a pas pour l'heure d'institutions officielles qui sont perçues comme légitimes par les musulmans. Et c'est toute la question du consistoire qu'on a posée en disant qu'il faudrait faire un petit peu un consistoire pour les musulmans. Moi, j'aimerais revenir sur le sondage concernant les jeunes. D'ailleurs, il y a eu un autre sondage. Non, je crois que c'est le même. C'est le sondage pour moi. De Marianne. De Marianne, où quand même, ça interpelle. 22% des 18-30 ans pensent que Samuel Paty, assassiné donc le 16 octobre 2020, par un islamiste, a eu tort de montrer les caricatures de Charlie Hebdo à ses élèves en classe. Et ce qui est terrible dans ce chiffre, qui est quand même important, c'est que les jeunes considèrent la laïcité comme une contrainte. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la laïcité gère les comportements, gère les idées. Ils ne le voient pas comme un moyen aussi d'exercer... Comme une liberté. D'exercer... c'est la culture américaine. Sa religion, ou d'ailleurs quand on n'en a pas de respecter aussi cela. Et je rebondis ensuite sur ce que vous venez de dire, Noémie. Il y a la culture aussi anglo-saxonne, où, souvenez-vous, quand il y a eu les attentats du Bataclan, quand vous suiviez un journal aux États-Unis, je peux vous dire que la une de Charlie Hebdo était floutée.
Et donc, il y a toujours cette volonté de ne pas offenser le croyant, etc. Et donc, cette culture, elle est en train d'envahir aussi les esprits de nos jeunes. Wokisme. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On est ensemble. Nous débattons de l'actualité. On avait évoqué le sujet hier avec les déclarations de Philippe Poutou qui avait affirmé que la police tue. Il a persisté dans ses propos, accusant le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de donner le feu vert à la police pour frapper. Gérald Darmanin, donc, vous l'avez vu certainement, a décidé de déposer plainte pour injure publique. Ça fait plusieurs déclarations qui vont dans ce sens et qui font monter cette ambiance anti-police qui existe, qui est là, mais qui... Alors, est-ce que c'est de la com de la part de Poutou? C'est-à-dire qu'on parle de lui alors qu'il est en campagne et qu'on ne parlait pas vraiment de lui? Je ne sais pas qui veut, Franck. Moi, je veux bien parler. Moi, je crois qu'on est dans un changement petit à petit, graduel de mentalité vis-à-vis de la police, parce que la police, aujourd'hui, représente pour les forces de gauche et les forces d'extrême gauche, je le vois très bien dans les hémicycles dans lesquels je suis, si vous voulez, le conservatisme blanc d'une société bourgeoise blanche qui est masculine. Et donc, comme on est dans comment dirais-je, une ouverture sur le péché, le mal que nous avons pu faire dans le passé, des choses on ne regarde jamais avec l'œil du passé, ce qui s'est passé dans le passé, on regarde le passé avec la culture du présent. Donc forcément, tout est faux, hein, puisque si on est arrivé là, c'est bien que les choses ont bougé. Donc tout le reste qu'on a fait est faux. Et vous avez donc toutes ces forces de gauche qui sont, à mon avis, les anarchistes des temps modernes, enfin du 21e siècle, qui vont essayer de remettre en cause la police systématiquement. Et c'est pour ça que quand elle fait son boulot, c'est-à-dire de faire régner l'ordre, d'éventuellement mettre les manifestants qui brûlent les devantures ou qui arrachent les colonnes Vendôme ou les abribus, essayer de les enfermer au Newf pendant 24 heures, eh ben, ce sont des gens épouvantables, ce sont des gens qui sont au service de la bourgeoisie capitaliste contre les pauvres minorités. Alors, ça, on s'en sortira pas pour l'instant. Tant qu'on ne décidera pas qu'est-ce que c'est que les forces de police et pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle doit faire. Mehdi, est-ce que la gauche a un problème ou pas avec la police? Je vais y venir, mais je crois que l'analyse de Franck Marguin est un peu datée. C'est-à-dire le truc de la gauche anarchiste qui a un problème parce que la police est au service du capital, etc. Tout ça est un peu vieux et je crois malheureusement ça n'est même plus ça. J'ai envie de dire, ça n'est même plus aussi étayé idéologiquement. Je trouve que c'est même un peu triste. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais compris pourquoi la gauche, qui se revendique comme le parti du service public, le parti des gens mal payés, le parti des petites gens, etc., ne soutient pas les policiers qui sont le service public, qui sont mal payés, qui sont eux-mêmes souvent des gens quand même qui vivent dans une situation sociale, je pense au nombre de divorces, au nombre de suicides, au nombre de mal logés dans la police, qui sont extrêmement nombreux et qui sont au contact, eux-mêmes d'ailleurs, des plus fragiles de notre société pour les aider ou pour lutter contre la délinquance, qui est probablement le pire quand on est pauvre dans ce pays, c'est de devoir subir la double peine d'être pauvre et en plus de subir la délinquance. Et donc, je n'ai jamais compris. Et j'avoue que ça, c'est quand même un angle mort dans la pensée de gauche depuis 20 ans qui me terrifie. C'est-à-dire de voir que cette gauche qui parle de ces valeurs-là d'habitude a renoncé complètement à en parler. Et pourquoi elle a renoncé à en parler? Parce qu'en réalité, a pris le pouvoir à gauche une classe sociale, qui est une classe relativement bourgeoise, de gens qui n'ont pas besoin de la police, qui vivent dans des beaux quartiers, qui vivent soit de mandats publics, soit de responsabilités politiques, soit de l'argent qui coule dans les partis politiques pour payer les agents de communication, les conseillers en communication, les conseillers divers, etc., et qui ne comprennent absolument plus ce que ça signifie de vivre dans un quartier difficile, de vivre soumis à la délinquance et de ce que peut être la vie d'un policier aujourd'hui. C'est-à-dire de ce que peut être la vie de Clarissa Jean-Philippe, de Ahmed Merabet qui meurt sous les coups des terroristes islamistes, mais aussi simplement des milliers de policiers qui sont à la fois livrés à la violence du droit commun, mais aussi qui sont malheureusement manipulés par le pouvoir parfois. Moi je pense par exemple à la question des gilets jaunes, où on a envoyé les policiers faire le sale boulot face à des gens qui au fond leur ressemblaient beaucoup. Les gilets jaunes ressemblaient beaucoup socialement finalement aux policiers qui étaient obligés de faire le sale boulot en face, et on se retrouvait avec des Français qui se tapaient la tête sur les uns les autres parce qu'un pouvoir politique créait des nazes dans les manifestations, était incapable de solutionner politiquement le problème, etc. Et donc ce qui me terrifie, c'est de voir cette gauche très bourgeoise, très woke,
revenir à des slogans qui sont des slogans totalement immatures du type CRS-SS, qui sont au fond les slogans de la bourgeoisie libérale de ce pays, qui peut se permettre de cracher sur la police parce que fondamentalement au quotidien, ils n'ont pas besoin de la police. Mais en revanche, quand ils en ont besoin, ils savent y recourir quand ils ont des difficultés. Ouais. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est toujours étonnant et surprenant de voir à quel point justement une classe politique de gauche est sourde à la question au principe de réalité et complètement déconnectée de la réalité du pays, de ce que vivent les plus fragilisés, de ceux qui vivent dans ces quartiers qui ont besoin de police. Moi, je me souviens, j'ai grandi à Sarcelles et dans le Val d'Oise, et je me souviens qu'on habitait près d'un commissariat et que ça nous rassurait beaucoup. Ça rassurait mes parents qu'on habite juste à côté, parce qu'ils se disaient voilà, la police elle est là pour nous protéger et bien tout ce qui pourrait la police en fait nous protège et donc on voit bien qu'en fait les plus fragiles ont besoin de la police, ont besoin d'être protégés et malheureusement c'est pas le message c'est pas le message qui est en train de passer rapidement. Non mais moi rapidement moi je rejoins Franck Marguin et je pense que son discours n'est pas daté, c'est-à-dire vous avez vraiment une idéologie qui estime que il faut fragiliser le système en mettant notamment en avant le racisme d'État, ça on l'a entendu, et avec comme bras armé la police. Et donc ça fait partie de l'idéologie ultra-gauche, ultra-gauche qui se structure, puisque vous avez des collectifs qui appellent à s'en prendre violemment aux forces de l'ordre, donc pas des menaces, des agressions, comme ils disent, anti-flics. Donc on ne peut pas nier que cette idéologie existe. Après, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Mehdi, où vous avez aussi une autre gauche qui devrait également, plutôt que de taper sur la police, s'occuper plutôt de leur sort, parce que ce métier-là attire de moins en moins au regard du manque d'attractivité de ce métier, de par les salaires et les conditions difficiles d'exercice. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui recevra Charles Prat, magistrat et auteur du Cartel des fraudes 2 aux éditions Ring. Très bon week-end à lundi.